C'est une tempête qui commence avec un bris social et qui finit avec quelqu'un qui dit « Fuck tout ce monde-là, donnez-moi tout le pouvoir, moi le faire, moi. » On parlait d'hommes qui ont plus d'amis, qui ont plus de relations sexuelles. À la base, c'est des hommes qui n'ont pas d'amour. Quand on demande au gouvernement c'est quoi un ajustement salarial juste, ils se donnent 30 %. Puis après ça, ils se virent de bord puis ils refusent de donner 5 % à la fonction publique. Tu as fait une vidéo à ton neveu. Oui. Puis la raison pour laquelle elle m'a touché, c'est parce que j'ai un enfant de 9 ans que je trouve absolument extraordinaire. À peu près le même âge que mon neveu. Pendant ce temps-là, j'avais pas appris à connaître ma famille. Pour moi, ça a été un moment de déclic important. Les gens vont parler de gauche et de droite. Déjà là, je pense qu'on perd un peu. On devrait parler peut-être plus de collectivisme, individualisme. Mais c'est rendu tellement galvaudé, la droite et la gauche, sur les réseaux. C'est ça. C'est des équipes de sport pour se gueuler après. Oui, il y aurait eu 48 % des hommes qui se disent prêts à avoir un rapport sexuel avec un robot humanoïde. Ça me semble faible. 70 % seraient prêts à dater un clone IA de leur ex. Ben, je dis, Colin. OK, excuse-moi. Les Tinder puis les Bumble de ce monde existent pour te donner l'illusion de relation, mais jamais réellement t'en donner parce que la minute qu'ils t'en donnent une, tu t'arrêtes d'utiliser l'application. Ce qu'on voit maintenant avec les sphères masculinistes qui disent, tu sais, si tu veux t'attirer une femme, faut que tu te comportes en homme de Cro-Magnon. Ben, je veux dire, c'est une version extrême de ce qu'on voyait déjà au tout début avec The Game, avec le peacocking. Aujourd'hui, Farnell et moi, on s'assoit et on se regarde dans les yeux. On le fait pour deux petits gars d'à peu près 9 ans. Son neveu, puis mon fils, puis n'importe quel autre humain, spécialement homme, que ça peut aider. Puis à 9 ans, c'est l'âge de la curiosité. C'est l'âge du jeu, de l'innocence. Mais on se mentira pas, on a un peu peur pour eux. On a peur parce que on voit le monde qui s'apprête à essayer de les happer, surtout par les écrans. Ces temps-ci, on parle souvent de la solitude des hommes, de cette dérive silencieuse devant des discours numériques qui déshumanisent, qui s'en prennent trop souvent aux femmes. Des IA, des algorithmes qui remplacent des modèles de chair et d'os, qui remplacent les vraies relations. Celles où tout est pas rose, mais celles où on grandit pour vrai comme homme. On sait à quel point le vide, la solitude est une proie facile pour les discours malades et haineux. Le sexe avec des robots, la haine ambiante, la violence qu'on finit par tolérer parce qu'on manque de conscience ou d'amour. C'est un masculinisme vide de sens qui vend des formations bidons pour apprendre à être un vrai homme, alors qu'il propose juste plus de solitude et d'isolement, puis de colère. La gauche et la droite aujourd'hui, qu'est-ce que c'est réellement? Les équipes de sport qui se tapochent dessus. Ouais, ça fait peur, mais faut y aller, puis on y va ensemble. On ouvre la valve. Parce que des fois, une mission d'oncle et de père, ça aussi, c'est CQFA. T'es là, je suis là. Super. On est prêts? Oui. On part ça. Cool. Ben, Farnell, je veux te dire que je suis vraiment content que tu sois là. Ben, merci de m'inviter, c'est super gentil. C'est une discussion qui me tient à cœur sur, appelons ça l'univers masculin en 2026. Je te fais une courte bio, puis si je dis des choses pas exactes, tu me dis. Mais grosso modo, tu as grandi près de l'île d'Orléans à Québec. Sur l'île d'Orléans. Sur l'île d'Orléans même. Tu as étudié en génie civil. Oui. Tu as même étudié en droit à McGill. Aussi. Un petit peu en économie. Oui, une mineure. Oui. Tu es allé faire une maîtrise à Londres. Aussi. Jusqu'à là, je confirme tout, ça va bien. OK, ça va bien. Puis je crois même que tu as essayé de passer ton barreau. J'ai le barreau de New York, j'ai le barreau de l'Ontario, j'ai pas le barreau du Québec, j'ai échoué l'examen 2 fois. Écoute, ça ne te rend que plus humain, je trouve. Tu as travaillé à New York en développement des affaires. J'ai travaillé à Québec en développement des affaires. Après, t'es parti à New York. Après, j'étais allé à New York. Ouais. Oui, voilà la nuance. Puis, il y a quelques temps, tu as parti des plateformes de réseau avec du contenu. Puis, il y a plein de choses que j'ai aimées en scrollant tes affaires, mais il y a un truc qui m'a touché un peu plus. Tu as fait une vidéo à ton neveu. Oui. Puis la raison pour laquelle elle m'a touché, c'est parce que j'ai un enfant de 9 ans que je trouve absolument extraordinaire. À peu près le même âge que mon neveu, oui. Là, pour l'instant, il est encore dans sa phase « jeu, tout est beau », mais j'ai peur de la suite.
Fait que Il est à une des quoi, raisons. 2-3 ans de commencer à voir ça? Si c'est Ouais. peut-être pas déjà commencé Si aussi. c'est peut-être là. pas déjà commencé, je suis le genre de papa poule qui veut pas qu'il touche au réseau du tout. Ok. Puis il y a une Switch avec des cassettes, puis il n'est pas linké à Ouais. Nintendo, puis comme Ben, il a le droit à plein d'affaires. C'est mais... à ton honneur. Je pense que c'est l'expérience sociale qu'on est en train de faire avec nos jeunes et les réseaux sociaux présentement. Un jour, on va regarder ça et on va voir ça un peu de la même façon que laisser des enfants fumer la cigarette. là. Je pense que oui. Sinon pire, parce que la cigarette, c'était... Ben oui, il y avait définitivement un effet de dépendance, puis il y avait un effet physique, mais je suis pas certain si psychologiquement c'était aussi puissant comme potentiel dépresseur. Ouais. Fait qu'on va parler aujourd'hui du masculin en général, puis on prétend pas être des experts, on va je veux amener... dire, je suis expert en ma propre masculinité, Oui. là, mais celle de personne d'autre. Exactement. Puis on va rentrer un tout petit peu dans le relationnel et personnel, mais je te l'ai déjà dit en pré-entrevue, tu me dis ce que tu veux, tu n'es obligé à rien. Je te passe ça avec une stats, puis je te pose ma première question. Je le mets au conditionnel parce que je suis pas un expert, mais grosso modo, il y a une espèce de récession sexuelle en ce moment, puis c'est particulièrement vrai pour les hommes. 30% des hommes... Attends, particulièrement vrai pour les hommes, dans le sens où il n'y a pas de récession sexuelle chez les femmes. Moins. Il y en Ok. aurait moins. OK. Elle est moins prononcée. OK. Là, on peut extrapoler sur pourquoi, Ouais. mais elle est moins prononcée. J'ai l'impression, puis là, j'ose, une femme qui veut de l'attention sexuelle et physique a plus de chances d'en trouver qu'un homme qui en veut puis qui pourrait ne pas en trouver. Puis, en tout cas, ça, c'est une hypothèse, mais je suis pas sûr, puis je ne vais pas trop extrapoler là-dessus. Est-ce qu'il y a une augmentation des relations sexuelles femme-femme? Ben, je vais parler juste OK, autour on le sait pas. C'est bon. Je vais parler juste autour de moi et je te dirais oui. OK. Pour la simple et bonne raison qu'elles ont de la misère à trouver de la tendresse et de la sensualité auprès des hommes. OK. Fait qu'elles vont le chercher ailleurs. Parce que je veux dire, je mets mon chapeau mathématique. Oui. S'il y a une baisse de sexualité chez les hommes et il y a une moins prononcée baisse de sexualité chez les femmes, soit ça veut dire qu'il y a une petite quantité d'hommes qui voient une explosion de sexualité ou il y a une augmentation de sexualité qui n'implique pas d'hommes. Les deux sont vrais, Ouais. puis Tinder en est la preuve. Ouais. 20% des hommes prennent 80% de l'attention sur Tinder. 80% des matchs. Oui, belle nuance, mais quand même, il y a des hommes qui pognent beaucoup, puis il y en a beaucoup qui pognent pas du tout, fait que ça crée de la frustration. Fait que c'est ça. 30% des hommes de moins de 30 ans déclarent n'avoir eu aucun rapport sexuel dans la dernière année. Ça vient des États-Unis. Ce chiffre aurait triplé en 10 ans, ce qui dénote une certaine déconnexion. Comme je disais dans le on peut imaginer quelque chose de similaire, mais peut-être moins prononcé arrive au Québec. Généralement, c'est ça qui se passe. Exactement, c'est ce que j'ai compris aussi. Puis, écoute, 15% des hommes déclarent n'avoir aucun ami proche, ce qui était 3% en 1990. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème. Je te pose ma première question. Dans la pré-entrevue, tu m'as parlé d'une tempête qui s'en venait. Qu'on est dedans, là. On est dedans, avec un buffer d'1 ou 2 ans versus l'Europe ou les États-Unis. Ouais. C'est quoi cette tempête-là, puis c'est quoi les plus graves conséquences, tu penses? C'est une tempête qui commence avec un bris social et qui finit avec la prise de contrôle de la société par un homme fort. C'est pas juste un homme qui est fort. Oui. Homme, H majuscule, fort majuscule. C'est un terme d'art en sciences sociales, en sciences politiques, qui fait référence à essentiellement une personne qui n'est même pas strictement nécessairement masculine, ça peut être une femme, qui prend contrôle et qui prend l'ensemble des règnes du pouvoir entre ses propres mains, qui outrepasse toutes les institutions, tous les garde-fous, tous les contrepoids, pour exercer très directement le pouvoir par son autorité personnelle, son charisme personnel. Ça commence avec un bris social. Ça, au milieu de cette tempête-là, il y a une extrême polarisation et une rigidification de la politique où les chemins, les institutions ne sont pas capables d'agir. Ce qui finit en quelqu'un qui dit « Est-ce que je peux sacrer ici? » Ben absolument. Ça fait un petit moment qu'on fait ça ensemble, que je m'assois devant mes amis, devant des femmes extraordinaires pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent, de comprendre ce qu'elles ont envie, puis essayer aussi de créer des ponts entre les hommes et les femmes. Au travers de ça, il y a un phénomène qui me fascine, c'est qu'on grandit partout dans la francophonie, mais malgré tout, il y a juste 16% des gens qui nous écoutent qui sont abonnés. Fait que c'est un classique, mais un like, un com, un abonnement, ben oui, ça aide la chaîne beaucoup pour vrai. Merci et bon épisode. Fuck tout ce monde-là, donnez-moi tout le pouvoir, moi le faire, moi. Ouais. Puis cette personne-là redonne très rarement le pouvoir après. Et est-ce que j'aurais raison ou tort de croire que plus les hommes sont seuls et plus ils ont chance d'y adhérer? Absolument.
absolument, parce qu'on vit surtout une réalité où la parasocialité remplace. Quelqu'un qui n'a pas d'amis va se chercher des para-amis, de la parasocialité, quelqu'un avec qui il peut ressentir un lien de pseudo-rapprochement. Et les hommes forts, encore une fois, à terme d'art, vont beaucoup miser là-dessus. Ils vont beaucoup dire « moi, je suis ton ami ». Ils vont pas ouvertement le dire, mais ils vont se présenter de cette façon. Comme la solution, comme l'ami. Exactement. Alors, quand tu n'as pas d'amis, tu cherches de la parasocialité, tu te sens un sentiment de pseudo-intimité. Il n'y a jamais personne qui va dire « oui, lui, c'est mon ami », mais il va dire « oui, je me sens proche de lui ». Oui, idéologiquement, il est proche de lui. Oui, cette personne-là se soucie de moi, prend soin de moi. Ce qui fait que ça devient très facile de mettre cette personne-là dans une position d'autorité sur nous. Tu as l'impression que tu es en train de faire confiance à un ami. Oui, et c'est très, très pernicieux. Comme on le disait, en plus de ton travail, il y a quelques temps, tu as décidé de prendre une plus grande place sur les réseaux. Moi, je te disais, il y a quelque chose qui m'a... J'ai décidé d'essayer. C'est les réseaux qui ont décidé que j'allais avoir cette place-là. Nuance est importante. Je suis d'accord. Je te dis ce que je me souviens de ce que tu as... de la vidéo que tu as fait à ton neveu. Tu finis en lui disant... puis là, je paraphrase, puis tu me corriges, mais... Je l'ai en tête, là. Il m'a marqué moi aussi, cette vidéo-là. Ben, je sentais que c'était un des plus personnels que tu as fait. Souvent dans la c'est une des très rares fois où je m'ouvre à ce genre de choses-là. Mais moi, c'est le seul que j'ai vu dans ton contenu. Et je le dis ouvertement tout le temps quand les gens me posent la question. Là, je veux dire, largement, j'instrumentalise les 250 000 personnes qui me suivent parce que je veux m'assurer qu'un jour, mon neveu va me voir parmi tout le reste de ce qu'il va voir. C'est un sentiment que je comprends absolument. À toutes les années, presque pour la fête de mon gars, j'ai peut-être skippé une année, les 4 dernières années, je lui laisse sur la toile, 1, les photos de sa fête, 2, un très long texte et même des fois un segment d'une lettre que je lui ai écrit à sa naissance sur une période d'1 an. OK. Il y a des bouts très personnels, fait que je peux définitivement pas tout mettre, mais j'appelle ça des poussières numériques. J'espère qu'un jour, il va retomber là-dessus s'il se pose des questions. Il va avoir un ground. Fait que tu termines ta vidéo avec quelque chose comme... Peu importe l'homme que tu choisiras d'être, que tu aies le goût de te mettre du maquillage ou des trucs sur les ongles, que tu aies le goût de jouer au hockey ou de faire de la musculation, je paraphrase, c'est pas exactement ça. Je serai là pour toi puis je vais t'aimer. Ouais. Pourquoi tu voulais lui dire ça? Parce que je pense qu'à la base, on parlait d'hommes qui n'ont plus d'amis, qui n'ont plus de relations sexuelles. À la base, c'est des hommes qui n'ont pas d'amour. Et peu de relations globales. Oui. Et puis... Quelqu'un qui n'a pas d'amour. On a besoin d'amour psychologiquement de la même façon qu'on a besoin d'avoir du contact humain, de la même façon qu'on a besoin de voir le soleil, de la même façon qu'on a besoin de respirer l'air frais. Quelqu'un qui n'a pas ça va pas en mourir, mais il va virer fou. Je suis assez d'accord. Puis ça peut aller jusqu'où, tu penses, quand on vire fou de... Je veux dire, la folie fait faire des choses affreuses aux gens. On sait ça peut aller jusqu'où? Ça peut aller jusqu'à des gens qui se font mal à eux-mêmes, des gens qui font mal aux gens plus proches d'eux, des gens qui font mal à des étrangers. Et puis faire mal, ça c'est pas obligé d'être de façon violente ou... Quand on vire fou, quand on perd ce contact humain-là, lancer une tasse de thé puis la casser contre un mur, on s'entend que c'est un geste agressif, là, mais t'as pas fait mal à quelqu'un. Si t'es tout seul chez toi, tu te fâches puis tu casses ta tasse, il y a peut-être un problème, mais t'as pas fait mal à quelqu'un. Sauf que quand tu commences à voir d'autres êtres humains, tu as perdu ta connexion aux autres êtres humains au point où tu les vois comme des objets, ben, tu commences à lancer du monde. Oui, j'ai malheureusement peur que tu as raison. Est-ce que c'est la toile de fond, cette espèce de bruit social-là, des mouvements du type extrême droite, du type MAGA, qu'on voit un peu partout, tu penses? Ou c'est plus complexe que ça? Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est un des éléments, par exemple, mais c'est ce genre de mouvement-là et... En tout cas, je crois pas que c'est le résultat d'une chose. Puis je pense qu'on se fait peut-être un espèce de tort social à essayer de le réduire à une cause. C'est une confluence de causes. Certaines causes sont parfaitement légitimes. L'insécurité économique que vivent beaucoup de gens en général contribuent à ça. C'est pas pareil depuis 2 ans comme c'était il y a 5 ans. Là. Non, je veux dire, c'est clair, là. J'hésite toujours à sortir ça comme exemple, mais je veux dire, Caroline... Quand on demande au gouvernement, c'est quoi un ajustement salarial juste, ils se donnent 30 %. Puis après ça, ils se virent de bord puis ils refusent de donner des 5 % à la fonction publique qui représente un Québécois sur 4. Je veux dire... On a des écoles vétustes. Oui. Comment tu présentes cette réalité-là à quelqu'un puis cette personne-là ne devient pas en maudit? C'est parfaitement légitime, c'est justifié comme colère, mais c'est qu'après ça, il faut faire très attention à comment on la redirige.
Bien d'accord, encore une fois. Je te donne une autre stat. Puis encore une fois, je mets ça au conditionnel. Puis j'ai un peu extrapolé. Fait que tu me dis si tu sens que c'est pas juste. Grosso modo, on a créé un modèle d'homme relativement payant pour les plateformes. Je m'explique. Mettons, 90% de la porn est consommée par des hommes. Ça s'en va directement dans le circuit de la récompense, de la dopamine. Ça crée des dépendances. Puis ça crée des relations aussi moins gratifiantes globalement. La plupart des jeunes hommes... C'est sûr que c'est un facteur à pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui ont moins de relations sexuelles aussi. Il doit y avoir beaucoup de gens de qui sont l'autosatisfaction. accros à la porn là-dedans. Là. Absolument, absolument. 40% des hommes passeraient plus de 3 heures par jour sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Grosso modo, on en a parlé dans la pré-entrevue, puis je le fais de façon paraphrasée, mais un homme, il y en a qui passent leur journée à jouer à Call of Duty. Ils viennent d'envoyer de l'argent à une première plateforme. Après ça, ils ont plus ou moins appris à cuisiner. Call du Uber qui coûte trop cher, on envoie de l'argent à une deuxième plateforme. Troisièmement, ils ont des besoins physiques le soir. Ils n'ont pas, malheureusement, de présence féminine, j'imagine, dans leur vie tellement. Fait qu'ils s'en vont sur les sites pour adultes, envoient de l'argent à une troisième plateforme. Puis, envoie de l'argent. Donner de l'attention, c'est une façon d'envoyer de l'argent. Exactement, oui, tu as bien compris mon propos. Le fait d'être présent enrichit ces plateformes-là. Exactement. Toi, tes relations humaines en présentiel, tu les mets où dans ta liste de priorités? Où est-ce que j'aspire les mettre versus où je les mets pour de vrai? Écoute, les deux sont... oui. J'aspire en faire ma priorité. La réalité, c'est que comme beaucoup de gens, je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un qui croit dans l'importance de ce que je fais, ce qui fait que des fois, ces relations humaines-là, on tend toujours à dire « Ah, c'est quelque chose qu'on mettra plus tard parce qu'il y a l'urgent devant nous. » Bien sûr. Je suis conscient de ça. Je veux dire, j'ai travaillé pendant 7 ans pour un cabinet d'avocats à New York qui me demandait 100-120 heures semaine. C'était pas tout le temps, mais c'était pas rare. J'imagine que tu le faisais pour l'argent dans ce cas-là. Puis tu sais, l'urgent, il est toujours présent dans ce monde-là. Puis tu te dis toujours, les relations humaines, c'est correct si j'annule ce soir, on se reverra la semaine prochaine. Mais si ça fait 3 mois que tu te dis, j'annule ce soir, on se revoit la prochaine semaine, t'es plus tes amis. Ça, c'est dangereux. Alors, pour avoir vécu, je l'ai vécu, là, le mode où j'avais pas d'amis, puis je travaillais tout. Bon, je passais pas mal de journées à Call of Duty, je travaillais extrêmement fort, j'avais chez nous, j'étais crevé, j'allais me coucher. Mais c'est une variante un peu de cette espèce de réalité-là. Absolument. Ça fait jouer les mêmes neurones que quelqu'un qui passe sa journée sur Call of Duty, passer sa journée à toujours être dans l'urgence de la job. J'imagine que ça remplit une espèce de vide. Ça te donne une raison d'être. Ça te donne une raison d'être, puis si du jour au lendemain ça s'arrête, ben, il peut y avoir un vide. Puis moi, mon déclic là-dessus, ça a été... Pendant la pandémie, je suis revenu vivre à Québec parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Je me disais, si c'est la fin du monde, je veux au moins être proche de mes amis. Bien sûr. Et ma famille. Alors, je me suis retrouvé à vivre dans le même bloc appartement, un énorme bloc appartement, mais même bloc appartement que ma sœur et mon neveu, ça va être un thème récurrent, je vais beaucoup en parler. Et il y avait 3 ou 4 ans, à un moment donné, j'ai dit, je suis là si jamais je peux aider. Alors, ma sœur, des fois, il fallait qu'elle travaille, des choses comme ça. J'ai gardé mon neveu. Puis, on est allé au parc un jeudi matin. Puis là, j'avais stressant. J'ai dit à avocat, high power, tout. J'envoie un message à tous mes gens, disais ce matin, je suis désolé, je suis pas disponible. Je suis au parc avec mon neveu. Non, ça, je l'ai pas dit. J'ai juste dit, je suis pas disponible. Raison personnelle, blablabla. Genre, s'il y a une urgence, appelez-moi. Même là, je me sens mal d'avoir dit ça, là, mais s'il y a une urgence, appelez-moi. Et je suis allé au parc avec mon neveu. Parce que tout était fermé, il n'y a rien d'autre à faire. Et ça a été 2 heures que j'ai tellement apprécié. Après les premiers 15 minutes où j'ai arrêté de stresser. On a l'impression qu'on va se péter ailleurs sur tout. C'est ça, tu sais. Puis j'ai réalisé que pendant les dernières années de ma vie, ces 2 heures-là, si j'ai fait le calcul dans ma tête, là, je les avais vendues pour un montant qui était dérisoire. Puis pendant ce temps-là, je n'avais pas appris à connaître ma famille. Oui, cet être humain-là, entre autres. Oui. Et en tout cas, pour moi, ça a été un moment de déclic important. Je comprends absolument. C'était pas ma prochaine question, mais je vais la poser. Ça représente quoi pour toi dans ce cas-là, être oncle? Ah, ben c'est la belle vie, être oncle. Tu peux l'avoir quand c'est le fun, puis quand ça devient difficile, tu le remets à sa mère. Tu sais, bon, maintenant, il y a l'âge, juste un peu moins la réalité. Là, je pense que c'est plus quand ils sont bébés, mettons, quand ils se mettent à chigner, tu redonnes à leurs parents, c'est plus ton problème. Mais, tu sais, j'aime vraiment ça parce que ça me donne la chance d'être une présence de plus, un adulte de plus, un chaînon de plus dans le fil, dans le fameux village pour éduquer un enfant. Exactement. Je fais partie de son tissu social, ce qui fait
que je veux dire, c'est pas moi qui va aller sur la patinoire avec lui, là. J'ai 2 pieds gauches sur la glace. Je suis pas je me débrouille, là, mais sans plus. Sauf que c'est moi qui vais au musée avec lui. C'est moi qui joue à des jeux vidéo avec lui. Et puis, être une présence de plus qui est un supplément à tout le reste de ce que sa mère, son père sont capables de faire pour lui, je trouve ça super valorisant. C'est ça, c'est le fameux village, là. Ça prend un village pour éduquer un enfant, puis t'es une présence complémentaire, j'en suis sûr, pour lui. Ça, c'est une aparté. Mais il y a peu de gens qui le savent. Fait que je pense qu'on va en jaser 5 minutes. Tu as mis un reel sur les photos privées qu'on ne peut pas partager, même en privé. Tu peux-tu élaborer là-dessus 2-3 petites minutes? Pourquoi? Oui, c'est dans le code criminel. Là. C'est une loi très sérieuse. Tu ne peux pas partager des images intimes d'une personne si ces images intimes-là ont été prises sans leur consentement. Puis ça veut dire jusqu'à genre montrer ton sel à un chum. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le réalisent pas. J'ai publié une vidéo là-dessus, puis j'ai eu plein de commentaires. À vrai dire, j'ai publié une vidéo par rapport à un groupe, je pense que c'était sur... Un groupe privé. Un groupe privé, mais quand même de quelques, si je ne me trompe pas, centaines ou même milliers de membres qui partageaient des photos intimes de femmes sans le consentement de ces femmes-là. Puis le nombre de commentaires de gens qui m'ont dit « Ben ouais, mais si les partages en privé, c'est pas grave. » De un, même si on parle d'un groupe de quelques centaines de personnes, c'est plus tant privé que ça, mais même si c'était juste toi et un autre ami, c'est illégal. Alors, il y a un manque de connaissances sociales, là. Oui. Puis, on a des choses à apprendre en société en ce moment qu'on a désappris, je sais pas comment. Mais je pense que c'est juste qu'on l'a jamais appris. Peut-être, c'est ça. C'est comme tellement nouveau que ça nous a accaparé. C'est pas nouveau la capacité d'envoyer une photo de façon électronique, mais socialement, bâtir une habitude sociale, ça se fait pas en 20 ans. Là. Non. Ça se fait sur généralement plusieurs générations, puis on n'a pas encore eu ces générations-là pour bâtir les codes sociaux. Moi, s'il y a une raison pour laquelle je remercie d'avoir eu un enfant plus tard que mes amis, c'est que je pense que j'aurais eu, puis je les blâme pas, parce que je pense réellement que j'aurais eu la même naïveté qu'eux avec les iPads il y a 15 ans. OK. Tu comprends ce que je veux dire? On savait tellement pas, ça avait tellement l'air inoffensif, ils leur mettaient ça dans les mains, puis il y en a qui ont dû avoir des suivis psychologiques pour dépendance. Puis là, moi, 10 ans plus tard, 8 à 7 à 10 ans plus tard, je suis comme, non, écoute, pas d'écran pendant 2 ans, pas d'iPad pendant 4 ans, on va jauger tout ça avant de... Je pense quand même important de ne pas culpabiliser les parents Absolument là-dedans non plus, pas. Parce que je veux dire, je comprends tellement un parent monoparental qui essaie de faire la cuisine, puis préparer le lunch, puis en même temps, tu sais, veut juste prendre une douche. Exactement. Je veux dire, tu fais quoi, là? C'est dans un monde idéal, dans un village, t'appelles un voisin, il y a des gens qui sont là pour t'aider, mais on vit dans un monde où il y a de moins en moins ça pour beaucoup de gens. Je veux dire... Je veux pas culpabiliser un parent qui prend cette décision-là non plus. Puis je suis pas blanc comme neige. Je l'ai fait. Je les utilise, les écrans, avec mon gars. Mais il y avait une distance par rapport à ce que les autres m'avaient partagé comme expérience, que je pense que j'aurais, comme je te dis, j'aurais eu le même élan 10 ans plus tôt. Juste à penser à la vidéo de la Maison-Blanche avec les Obama dedans. OK. De la semaine dernière, puis Trump qui se personnifie comme lion. Vidéo hautement raciste, il faut se le dire. Là. C'est du dog whistle, parce que c'est super facile de dire, voyons donc, cette vidéo dans la jungle, il y a des singes dans la jungle, c'est juste ça a donné de même, vous êtes donc bien sensible, mais non, le choix était... Si le choix n'était pas intentionnel, le fait que ça n'a pas immédiatement fait flipper des switches dans la tête des gens, ça, c'est grave, là. Ouais. Est-ce qu'on est après normaliser ce genre de violence-là sur les réseaux? Normaliser, je ne sais pas si on est rendu là encore, mais on est certainement en train de le rendre permissible. Comment on fait ça? C'est la première étape à la normalisation. Comment on fait ça? Quand le président des États-Unis, une position qui est dans une extrêmement visible, une position d'autorité, fait ce genre de choses-là, la permission est claire. Puis après ça, plein de gens se l'approprient puis continuent à petite échelle. Puis c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Pourquoi? C'est dangereux parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental à toute forme de consommation médiatique. Ce que tu vois, tu vas éventuellement émuler, que tu le veuilles ou non. Ah oui, hein? Même avec un certain niveau de conscience. Même avec un regard critique, je veux dire,
surtout parce que ça touche l'émotion. Puis l'émotion, là, c'est un bypass complet de ton filtre rationnel. Absolument. Si tu vois quelque chose puis tu trouves ça drôle, ça vient de s'ancrer en dessous de ta rationalité dans ton cerveau. Oui. Puis même si ta rationalité est bâtie par-dessus, cette pression-là, elle va se faire sentir. Puis c'est pas vrai qu'on est des êtres totalement rationnels. On rationalise beaucoup de choses irrationnelles dans notre cerveau. Ben là, je suis certainement pas un neuroscientifique, mais je crois comprendre que, grosso modo, la conscience puis le rationnel se situe ici, puis il y a l'amygdale en dessous qui est le cerveau reptilien, et tout ce qui fait la colère et la peur, c'est là que c'est processé en premier. Ouais. Et c'est exactement pour ça que les réseaux ont appris à mettre de l'avant les contenus de colère et de peur. C'est parce que ça bypass ça. Ça s'en va directement là, puis t'es dans la réaction plutôt que la réflexion. Puis si t'es dans la réaction plutôt que la réflexion, ben tu réenchéris, puis tu réenchéris, puis tu réenchéris, puis l'action de méta et compagnie grimpe. J'ai simplifié, mais... Ben, c'est une simplification qui conceptualise bien un problème complexe. Là, ouais. Pourquoi t'as l'impression qu'on polarise autant les relations hommes-femmes en ce moment? Ou sens-tu qu'on le fait? Si on regarde à l'ensemble de l'histoire, même l'ensemble de l'histoire relativement récente, la polarisation homme-femme est à son plus bas. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire, polarisation formelle, disons. Il n'y a pas si longtemps que ça, et une femme qui portait des jeans, ça aurait été wow! Ça, c'est de la mémoire vivante. Là. Ma grand-mère se souvient de ça. Oui. Ça fait pas si longtemps. Les tavernes pour les hommes. Exactement. Même ma grand-mère, si je ne me trompe pas, était une des premières femmes à Québec, au moins, avoir un permis de conduire. Mais oui. Alors, formellement, on a dépolarisé les relations hommes-femmes. Très intéressant. En termes stricts, formels. Mais en termes de droit sociétal, disons. Mais c'est pas parce qu'on a formellement, c'est pas parce que quelque chose est écrit que c'est vrai dans la société. Ouais. Et souvent, avoir une égalité formelle peut avoir comme effet d'amplifier les inégalités informelles. Et les rendre beaucoup plus difficiles à identifier, c'est plus difficile de lutter à ces inégalités-là parce que tu peux toujours dire, tu regardes dans la tête des gens, les règlements, c'est ce qui est écrit. Puis les règlements sont neutres. Les règlements sont justes. Alors, ou sont censés l'être, du moins. Sont censés l'être. Alors, si les règlements sont neutres, pourquoi ce que tu me parles, ça n'existe pas, c'est pas dans les règlements. Là, ça devient une discussion qui est extrêmement difficile à faire, et les gens qui ne sont pas alertes à cette réalité-là entre c'est quoi les règles écrites et les règles socio-pratiques ont l'impression qu'ils se font toujours reprocher des choses qui pourtant ont été réglées dans les règles. Réglées dans les règles, on se comprend. Oui, je comprends ce que tu veux dire. À ce stade-ci de l'entretien, est-ce qu'il y a un truc que je devrais savoir sur Farnell, peut-être de plus loin dans sa vie, dans sa jeunesse, qui ferait en sorte que je le comprendrais mieux? J'ai l'impression d'être très... presque freudien. c'est à la limite de, je l'avoue. Je pense que quelque chose qui définitivement beaucoup informé ma croissance. J'ai vécu beaucoup de ma vie entre les deux, ou entre des différentes rives invisibles qui existent à l'intérieur de la société québécoise. La société québécoise, c'est une société très post-catholique. Notre organisation sociale, c'est pas compliqué. Là, on a pris le pape puis on l'a remplacé par le premier ministre. Et très francophone aussi. Je navigue super bien dans ce monde-là. J'ai grandi dans ce monde-là. Mais moi, j'ai été élevé dans une famille bilingue. Ma mère parle anglais, français. Je suis allé à l'école en anglais à Québec. Alors, ça devait être assez rare. Oui, alors ça fait que moi, j'ai grandi et dans la culture francophone québécoise et dans la culture anglosphérique. Dans les deux. Et ces deux identités-là, je suis capable de voir où est-ce qu'elles habitent, mais elles habitent tous les deux en moi. Et au lieu de grandir dans une société j'ai grandi dans une société post-catholique, mais au lieu de grandir dans une culture éthique et morale post-catholique où l'autorité vient du haut et nous dit quoi faire. Moi, j'ai grandi dans une famille qui avait la foi protestante. Et l'organisation morale et éthique des protestants est radicalement différente. C'est quelque chose que je pense les Québécois post-catholiques, disons les catholiques culturels, tendent à pas reconnaître. La façon que l'éthique et la moralité s'exercent chez les protestants vient du bas, s'organise communautairement avant de monter.
C'est tellement intéressant, ça. Alors, c'est pas le haut qui vous dit comment être une bonne personne. C'est le bas qui se forme des consensus communautaires et qui doit constamment les négocier et les renégocier entre eux parce qu'il n'y a pas d'autorité supérieure. C'est une force. C'est une force, je crois que oui. Fondamentalement, je pense que ça crée des sociétés plus résilientes, mais ça crée des sociétés qui sont moins homogènes. Ah oui, OK. Et ça, c'est un peu une faiblesse aussi. Oui. Ça crée des sociétés qui sont plus faciles à déchirer par la suite parce que ça devient beaucoup plus facile d'avoir un nous et un eux quand c'est des petites communautés locales, même à l'intérieur d'une communauté. Ça se peut que ton voisin ne fasse pas partie de ta communauté éthique et morale. Je comprends. Alors, il y a un jeu. Et ça informe beaucoup ma conception sociale, ma moralité. Je pense qu'il y a énormément de force à aller chercher dans une organisation morale, une organisation sociale basée dans le consensus local en premier, avant l'autorité qui vient du haut. Mais il y a un équilibre à trouver parce que c'est vrai qu'on a besoin d'une homogénéité. Je veux dire, c'est une force du Québec qu'on se considère tous du même groupe. Ouais. Ça, c'est pas aussi vrai ailleurs dans le monde où j'ai vécu. Absolument. Je pense pas que ce soit le cas des États-Unis, entre autres, et même le Canada anglais, moins en tout cas. Il y a une question de population aussi, là, mais quand même, le principe reste le même. On a un sentiment d'unité nationale. Puis là, je parle pas au sens politique, mais vraiment d'identité. L'identité francophone, québécoise. Très forte et beaucoup plus présente et qui s'anime de façon de village gaulois un peu. Exactement. De ce bagage-là, de cet héritage-là, si tu retenais un truc qui, toi, te caractérise, tu penses? Une méfiance de l'autorité. Ah oui? Moi, je n'aime pas me faire dire quoi faire. OK. Je connais personne qui aime se faire dire quoi faire, mais moi, j'aime particulièrement pas me faire dire quoi faire. Et... Est-ce que tu penses que... Là, je fais un pont, mais est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu as étudié autant? C'est pour t'affranchir? Le droit, certainement. L'énorme majorité des gens qui étudient... Il y a deux types de personnes qui se rendent au droit aux études. Il y a des personnes qui viennent d'une famille d'avocats. Oui. Ils ont grandi là-dedans, ils connaissent c'est quoi, c'est ça. Le reste... c'est pas vrai, il y a 3 types. Il y a disons, le deuxième type, c'est des gens qui y voient une profession très stable. Ils se disent, va là-dedans, tu vas jamais manquer de quoi que ce soit. C'est les parents qui disent ça à leurs enfants, souvent des immigrants. Et le troisième, c'est des gens qui arrivent au droit par sentiment de ne pas vouloir être sous la puissance de quelqu'un d'autre. Parce que on vit dans un état de droit. Absolument. Et c'est, au moins en théorie, le droit qui est supposé avoir le dernier mot sur tout. Alors, si tu comprends mieux le droit, tu peux moins te faire berner par autre personne. Moi, je suis définitivement dans cette troisième catégorie-là. Ah oui. Ouais. Fait que ça a teinté les 40 quelques premières années de ta vie, ça. J'en ai juste 38, mais... Désolé, j'avais cru... Je sais pas où j'ai entendu ça, j'avais comme entendu 40 ou 41. Non, 38. 38, OK. Mais oui, dès le départ, puis ça aussi, je veux dire, ça revient un peu à la notion de l'autorité morale qui vient du haut vers le bas versus celle qui se négocie. Moi, je suis grandi dans une famille où tout se négociait. Où, je veux dire, il fallait que j'aie un bon argument. Mais si je voulais aller me coucher plus tard, quand j'avais 6, 7, 8 ans, c'était pas impossible. C'était pas un non absolu parce que maman l'a dit. C'était maman qui dit « OK, pourquoi? » Et puis, l'énorme majorité du temps, mon argument passait pas. Mais des fois, mon argument passait. Puis ce que ça dit, c'est « si tu es capable... » La raison peut l'emporter sur l'autorité. Et je crois que quand on n'accepte pas cette réalité-là, ou si on ne l'a pas vécu, que tu peux questionner l'autorité. Que questionner l'autorité, ça ne fait pas de toi un mauvais citoyen. Non. Questionner l'autorité, ça ne fait pas de toi un anarchiste. Surtout si c'est bien fait. Même au contraire, questionner l'autorité, c'est un geste de respect pour l'autorité quand on vit dans une société libre. Puis pour moi, ça, c'est très, très important. Ça vient de ça. Eh ben, je m'attendais pas à ce bout-là. Là. Ça m'a surpris, mais c'est une belle surprise. Je veux dire, les gens rient parce que je suis un collectiviste. Je suis quelqu'un qui tend à être plutôt favorable, par exemple, au programme de redistribution de valeurs, tout ça. Mais fondamentalement, je ne veux pas que le gouvernement contrôle ma vie. Je suis très méfiant du pouvoir. Ben, le contrôle absolu, c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche de toute façon. Généralement. C'est quand moi, je me considère comme quelqu'un de centre. J'ai pas de problème avec une certaine petite droite économique. La preuve, c'est que je travaille autonome. Ben, selon moi, il y a 2 axes là-dessus. Puis ça, c'est quelque chose qui se comprend mal. Parce que généralement, les gens vont parler de gauche et de droite. Déjà là, je pense qu'on perd un peu. On devrait parler peut-être plus de collectivisme, individualisme. Mais
C'est rendu tellement galvaudé, la droite et la gauche. Ouais. C'est rendu juste des termes pour que les gens se parlent sur les réseaux. C'est ça. Ça sert à rien. Des équipes de sport pour se gueuler après. Oui, rendu là, exactement. ça veut plus rien dire. Idéologiquement, c'est des équipes sportives. C'est plus des idéologies. Ça, même, je sais pas si ça l'a déjà été, mais ça l'est plus aujourd'hui. Mais en parallèle à ça, tu as l'autorité versus le consensus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que tu peux être plus du côté collectiviste, du côté individualiste et quand même rejoindre quelqu'un sur le côté autorité versus consensus. Alors, je rejoins beaucoup, par exemple, les gens qui se disent libertariens. T'sais, moi non plus, je veux pas que le gouvernement me dise quoi faire si c'est pas nécessaire. Là où on a peut-être des atomes un peu moins crochus, c'est qu'est-ce que je considère comme étant un bien moral où l'intervention du gouvernement est nécessaire ou pas. Mais généralement, a priori, si on peut régler des choses sans passer par l'autorité, par la force, je préfère toujours ça. Ben oui, et c'est mieux. Bloc 6. L'adolescence et les relations hybrides. Je te fais un préambule, je te pose ma question. C'est dans l'Occident, là, puis c'est basé sur une étude de 2000 hommes, donc elle est peut-être pas absolument exacte, mais il y aurait eu 48% des hommes qui se disent prêts à avoir un rapport sexuel avec un robot humanoïde. Ça me semble faible. Moi, je pense que c'est minimalement ça. Ouais. Je pense que c'est plus que potentiellement plus que ça. Regarde, oui, je vais prendre un moment de philosophe. Là. Ouais. Quand tu es en train de te masturber devant ton ordinateur, c'est en plein ça que tu es en train de faire. Ben oui, puis de plus en plus, là, on voit apparaître des vidéos IA qui nous sont propulsées. C'est vrai. Ah oui, fait c'est vrai. C'est juste une question de temps. On vient de franchir. Oui, mais c'est un robot qui prend une forme d'humain pour te donner une relation sexuelle avec toi. Ça vient avec un paquet de taglines un peu dégueu du genre fais-en ce que tu veux. Là. Ouais. De ces 2000 hommes-là, 8 sur 10 pensent que l'IA pourrait remplacer presque totalement la compagnie humaine. 70% seraient prêts à dater un clone IA de leur ex-partenaire. OK. Ben, je dis, Colin. OK, excuse-moi, c'est parce que, ça fait que beaucoup je vois où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi la prochaine étape après ça? Là? Ouais, OK, c'est bon. Ah non, mais là on parle du présent-futur. Là. Non, on vient de mettre les bases. Non, mais ce que je veux dire, c'est les implications pour... la société. Ben oui, les implications sociales de ça sont terrifiantes. Ah oui, parce que quelqu'un, t'es en train de donner les clés de ton plaisir sexuel, et pas juste les tiennes. La société au complet est en train de donner les clés de son plaisir sexuel aux propriétaires de plateformes. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait avec nos relations sociales, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos relations sexuelles. Ben, grosso modo, là, je pense que j'ai un beau condo qui m'a coûté la peau des fesses, puis je comprends les gens qui ont de la misère à s'acheter quelque chose en 2026, pour vrai. Mais grosso modo, ce serait ça ma vie avec un robot femme. Puis je serais satisfait. Mais ça, je vais vivre complètement fou. Là. J'arrive à la fin de la stats. Si on extrapole, on a une espèce d'atrophie sociale, relationnelle qui s'en vient. Parce que ces robots-là sont programmés pour ne jamais te déplaire et ne jamais dire non. Fait que du moment que tu vas être confronté à quelconque forme de micro-conflit, tu n'auras plus les outils on n'aura plus les outils, c'est ça. On perd notre capacité de négocier, on perd notre capacité d'avoir un consensus, on perd notre capacité de bâtir des relations humaines qui sont nécessairement pas toujours à notre avantage 24 heures sur 24. Ben non, mais on apprend dans le conflit. Il n'y a pas beaucoup d'un plus grand apprentissage que de régler réellement un conflit. Là, c'est un apprentissage humain important. Là. Je reviens un peu en arrière parce qu'on a jasé pendant la pré-entrevue de l'adolescence. Toi, t'as fait... comment s'est passé ton adolescence avec la jante féminine puis tes apprentissages de Ça a été awkward, inconfortable, plein de frustration. Et je dis, c'est normal. C'est supposé être... C'est ça, l'apprentissage. C'est supposé être inconfortable, c'est supposé te faire peur, c'est supposé te remettre en question. Je veux dire, t'apprends à te connaître toi-même par rapport à l'univers. Par rapport à l'autre. Oui, c'est supposé être ça. Alors moi, ça a été ça. Je veux dire, oui, j'étais vraiment awkward. Des fois, j'ai été pas correct. Parce qu'il faut que tu apprennes, puis il faut que quelqu'un te remette à ta place des fois. Puis je l'ai mérité, puis j'en ai appris. Tu sais, j'ai eu un bout pendant mon adolescence où j'étais dans ce qui est plus tard devenu le masculinisme. Là, à l'époque, ça s'appelait les pick-up artists, puis le red pill, puis tout ça. Là. Je veux dire, cette espèce d'une version proto de ça. PUA, exactement. Tu sais, je veux dire, The Game, le livre. Oui, je l'ai lu. Ouais, j'ai été là-dedans. Faut que tu passes à travers ça pour réaliser que de un, que ça fonctionne pas.
Pourquoi ça fonctionne pas? Ben, ça fonctionne pas parce que la réalité humaine n'est pas aussi simple que ça. Là. Je veux dire, tu peux pas réduire l'ensemble des interactions humaines à fais ça, puis ça va fonctionner. C'est pas vrai que c'est... Non. Et aussi, ça fonctionne pas manifestement parce que il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Là. Tu peux pas... Je veux dire, moi, j'ai appris comment être capable d'attirer l'attention qui m'intéresse. Ça marche pas tout le temps, mais j'ai appris c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Oui. Mais si je me vire de bord et j'essaie d'enseigner ça à quelqu'un d'autre qui est complètement différent de moi, ça ne marchera pas. Apprendre à séduire quelqu'un, ça commence avec apprendre à s'aimer soi-même. Puis il n'y a pas deux personnes qui sont identiques. Alors, le reste, ça ne fonctionne pas. Puis après ça, il y a toutes sortes de pressions économiques additionnelles. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben, c'est parce que c'est pas vraiment conçu pour fonctionner. Si ça fonctionne, les gens vont arrêter d'en acheter d'autres. Je veux dire, les Tinder puis les Bumble de ce monde existent pour te donner l'illusion de relation, mais jamais réellement t'en donner parce que la minute qu'ils t'en donnent une, tu arrêtes d'utiliser l'application. C'était le même principe économique de façon un peu plus primitive. Si ça fonctionne vraiment, les gens vont arrêter d'acheter les livres puis les formations puis blablabla, tout le reste. C'est x10 aujourd'hui, mais c'est le même principe. Ça ne fonctionne pas. Non. Mais il faut que tu passes à travers pour le réaliser. Ben moi je connais très bien les apps. Je suis en relation en ce moment et je suis encore sur les apps. Et j'ai fait, je ne vais pas appeler ça l'erreur, je vais appeler ça l'expérience de payer. Puis réellement, ben honnêtement, il y a juste le plus haut tier qui marche un peu. Mais tu sais, si t'as pas un texte qui a de l'allure, si t'as pas des photos qui a de l'allure, tu vas juste payer 55$ par mois dans le vide. Ouais. Mais là, si t'as un texte qui a de l'allure puis des photos qui a de l'allure, là, soudainement, ça fait comme des cerises sur une... Bing, 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 bing. Mais c'est pas fait pour créer des relations, même si j'ai quand même eu 2 blondes là-dessus, mais c'est fait pour créer des machines. Il y a des gens qui se sont bâtis des relations. J'ai des amis, ils ont des enfants maintenant grâce à ça. Mais ça, c'est en dépit des intentions programmées, pas à cause de... Non, c'est bien dit. Puis l'autre truc, c'est ça. Moi, je ne dirais pas que j'ai été dans le monde du pick-up artist, mais j'ai lu le livre parce que tu sembles tracer un lien entre les PUA puis le masculinisme aujourd'hui. Ben, tu sais, à l'époque, sans vouloir banaliser, de mémoire, c'était souvent des trucs pour obtenir un numéro de téléphone puis un baiser rapide en fin de soirée, là, grosso modo. Mais toi, le lien que tu traces vers la sphère masculine aujourd'hui, c'est quoi? La sphère masculiniste, je veux dire? Ben, je pense que la sphère masculiniste a largement émané de ça, mais de façon... comme je disais, ça existe pour pas fonctionner. Puis ça existe pour toujours te ramener puis toujours te donner l'illusion que si t'en fais un petit peu plus, ça va marcher. Il faut juste que t'en fasses un petit peu plus. Faut juste que t'en fasses... Mais pour garder ce cran-là, il faut toujours que tu sois en train de te radicaliser un peu plus. Alors, ce qu'on voit maintenant avec les sphères masculinistes qui disent, si tu veux t'attirer une femme, faut que tu te comportes en homme de Cro-Magnon. Ben, je veux dire, c'est une version extrême de ce qu'on voyait déjà au tout début avec The Game, avec le peacocking, avec toutes ces affaires-là. C'est juste devenu tellement loin et ça c'est par mutation, quasiment par darwinisme, genre à mesure de trouver les façons qui gardent les gens accrochés, les crocs deviennent de plus en plus profonds et longs. Et le dommage que ça crée à l'esprit d'un homme à long terme sont de plus en plus graves. Moyen terme. Ça n'a pas besoin d'être très long. Ça te donne l'impression à trop court terme, je l'ai le nouveau truc, j'ai eu la formation, ils me disent de faire ça. Tu sors, puis parce que tu es plein de confiance avec ton nouveau truc, ça se peut que ça fonctionne la première fois. Mais ça n'a pas fonctionné à cause du truc, ça a fonctionné parce que tu étais en confiance avec toi-même. Si tu étais juste confiant avec toi-même, confortable avec qui tu es, tu as fait le travail de te connaître, de savoir c'est quoi qui te met en valeur, tu n'aurais pas besoin de cette bullshit-là. Puis ça, eux, ils vont jamais te le dire, ça. Ça me demande toujours beaucoup d'énergie, mais c'est le moment où je prends le temps de plugger ceci. Mais c'est pas je me demandais c'était quoi, celui-là, je te le donne. Oh, merci. Cool. Puis ça, c'est notre petit dernier. Puis si ça te va, juste pour amener la discussion dans d'autres sphères... Je vais montrer la caméra. Ouais. C'est nos nouveaux produits. Le premier, c'était 50 cartes pour connecter. Puis celui-là qui arrive pour la Saint-Valentin, c'est 40 cartes dans l'intimité. Ah, cool. Parce que une des missions de ce QFV, de ce que Famverse, c'est que les gens se parlent. Puis ils rentrent en contact. Fait que c'est un peu ça le truc. Genre, j'aime beaucoup. Ben, j'aime les deux, mais j'aime beaucoup le dernier. Je vais pas te donner de spoilers, mais c'est cool. Merci. Ben, je te le donne.
Je me permets même, si tu veux, de sortir 4 questions, puis Ok. t'es pas obligé de toutes répondre. OK, cool. J'en ai sorti 2 d'intimité. OK. Une seule personne peut-elle répondre à tous les besoins de l'autre? Amour, amitié, activités sportives, culturelles, etc. Non, et heureusement que non. Parce que si une seule personne pouvait répondre à tous tes besoins, tu serais l'esclave de cette personne-là. Je le voyais pas de même, mais je suis absolument d'accord. Ben, Un nouveau-né, un être humain Oui. répond à tous ses besoins. Oui. Et le Parce qu'ils nouveau-né sont très primaires. C'est ça. Le nouveau-né, à toute fin pratique, appartient à cette personne-là. Mhm. Il lui est entièrement vulnérable. Si cette Ouais. personne-là l'abandonne, le nouveau... Bon, à va- moins il que quelqu'un risque. d'autre l'aide. Ouais. Mais grandir, c'est réaliser, c'est pas que tu n'as aucunement besoin de qui que ce soit, c'est d'être capable d'attacher tes besoins à le plus de gens possible. Comme ça, si tu en perds un, tu perds pas tout. Alors non, une personne ne peut pas combler tous tes besoins et c'est une super bonne chose parce que si tu cherches une personne pour combler tous tes besoins, tu cherches une personne pour te dominer. Tout est dans tout, hein? On a besoin de relations, qu'on disait plus tôt. Deuxième de 44 pour l'intimité. Puis si tu veux pas répondre, c'est correct, hein? Combien de fois par semaine sens-tu que tu aurais le besoin de recevoir de l'amour ou de la tendresse? Le fois par semaine? Ben, tu peux le quantifier comme Moi, tu je dis c'est voudras. tous les jours. là. Il n'y a pas une journée dans ma vie où j'ai pas ressenti que... Ben, tu sais, besoin, c'est peut-être un peu intense, mais il n'y a pas une journée dans ma vie où j'ai pas ressenti que j'aimerais avoir un contact humain. Puis je suis quelqu'un de plutôt solitaire. Tu sais, moi, ça me va bien passer 2 ou 3 jours sans voir qui que ce soit Pareil. d'autre. Mais ça veut pas dire que pendant cette journée-là, je me dis, tu sais, je pense à quelqu'un d'autre. Ah, OK, ce serait le fun de l'avoir ici. Mais non, finalement, je reste dans mes petits trucs. Mais tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas une journée de ma vie. Sur la première question, puis j'en ai déjà parlé ouvertement, fait que c'est pas, ça me gêne pas, mais j'ai quelqu'un dans ma vie que j'aime beaucoup, 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 mais on n'est pas exclusif. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Ben, nouveau, là, ça fait 2 ans, mais je veux dire, j'ai pas été de même toute ma vie. C'est vraiment quelque chose qui est post-enfant. Plus de besoin de construire quelque chose de famille recomposée ou whatever. Fait qu'on est ensemble, mais on se laisse de la place à l'expérimentation. Puis là, des fois, les gens sont là-dessus et sont comme hey, faites l'amour avec plein de monde à toi, fin de semaine. Non, c'est pas ça que je dis. Ça a le droit d'exister, mais ça existe en petite. On les choisit bien, disons. Je t'en pose 2, j'en choisis 2. Oh, t'as-tu le goût de les choisir? Ah non, vas-y, c'est mieux de même. Non, j'ai choisi, OK. Oui. Mais je te dirais, il va falloir que tu répondes aussi. Absolument, tu peux Ok, toutes les c'est bon, retourner. Ben écoute, celle-là est facile, mais elle est quand même essentielle, je crois. Dans sa plus simple expression, quelle est ta définition du bonheur, Farnell? Don Draper dans Mad Men a donné ce que je crois être la meilleure définition du bonheur. Pour vrai? Le bonheur, c'est le bref moment avant que tu aies besoin de plus de bonheur. C'est beau. C'est beau. Tu vois, je ne veux pas plugger mon produit, mais c'est ça que ça fait. Tu viens de m'accrocher le plus grand sourire qu'on a eu en 1 heure. Puis j'ai apprécié chaque moment, mais parce qu'on est allé ailleurs. Non, c'est pas moi, c'est Mad Men. C'est Don. Oui, c'est Don Draper. C'est Don. Très bien scénarisé par quelqu'un d'autre. Ben moi, je vais te répondre ce que j'ai déjà répondu. Puis c'était le lendemain d'un dimanche où il faisait moins 30 000 dehors. Puis mon gars était ici. Puis à un moment donné, il y a des limites à aller glisser, là. Je sais pas comment j'ai réussi à partir. J'avais peur, oui, parce que je pense que j'étais en choc post-traumatique pendant un méchant bout en finissant cette relation-là. Je sais même pas le nombre d'années, mais c'est sûr que j'ai perdu un temps fou dans ma quête de sensations. Bien sûr. Puis dans l'espoir de trouver la grande histoire d'amour. Parce qu'il y avait ça. Moi, je suis pas un collectionneur de baise, je suis un amoureux, je suis un romantique, je suis un lover, idéaliste, toi. je suis un vrai lover. C'est ça que j'aime dire. Un soir, j'ai donné une roche à quelqu'un, puis il n'est jamais sorti du centre-ville. Le gars, il s'appelait Johnny. C'est un gars de la construction. Il a jamais ressorti de son trip, il est tombé Un légumes, jeune genre. de 25 ans, le gars. Moi, j'ai 16-17 ans. Le gars, il arrive, il était fâché un peu. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, hey, moi, je veux de quoi fumer. Il voulait du weed ou du hash. Je dis, j'ai pas ça. Il dit, Chris, man.